commission reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. Je vous rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 59, loi édictant la loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. Je souhaite la bienvenue à l'Organisme pour le droit des femmes du Québec. Madame Sirois, vous allez nous présenter les gens qui vous accompagnent et vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Merci. Alors, PDF Québec est un groupe féministe citoyen, mixte, non partisan, créé en 2013 et ayant à son actif plus de 300 membres d'origines diverses. Alors, à ma droite, il y a M. Léon Waknin et Mme Salimata Sall qui va commencer. Merci, bonjour. PDF Québec salue la volonté du gouvernement de s'outiller pour lutter davantage contre les mariages forcés, les crimes commis au nom de l'honneur et le contrôle excessif des jeunes filles. Nous nous opposons également à toute forme de contrôle sur les femmes. Concernant les mariages forcés, PDF Québec estime que les mesures préconisées par le projet de loi sont trop timides pour protéger adéquatement les filles et les femmes qui peuvent être contraintes par leur famille à se marier trop tôt sans vraiment y consentir ou qui voient leur liberté restreinte parce qu'elles sont des femmes. Mentionnons à titre d'exemple qu'en Ontario, entre 2010 et 2012, il y aurait eu 219 cas de mariage forcé. Le Québec n'y échappe pas. Il faut nous doter davantage d'outils et surtout créer un contexte qui favorisera l'éradication de ces pratiques liées à des traditions et religions de nature patriarcale qui sont souvent une prison pour les femmes. Certes, il faut sensibiliser les populations concernées, mais il faut également une loi qui est vraiment dissuasive et ne pas se contenter de saupoudrer des mesures comme de publier les projets de mariage sur Internet. Il est important de regarder ce qui a été adopté en France en 2013, où, je cite, « Le fait de tromper quelqu'un pour l'amener à l'étranger subir un mariage forcé est passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. » En ce qui a trait au crime d'honneur, la véritable solution est dans la prévention en mettant l'accent sur la culture d'égalité homme-femme dès que les candidats à l'immigration posent leur candidature et ensuite dès leur arrivée. Il faut favoriser un changement des mentalités des communautés concernées pour assurer, comme le souligne le Conseil du statut de la femme, une remise en question du concept d'honneur attaché à la sexualité des femmes. Toutes les injustices faites aux femmes sont fondées sur une inégalité sociale fondamentale entre les hommes et les femmes. Or, toutes les religions, ou presque, préconisent un traitement différencié selon les sexes, confinant les femmes dans un statut inférieur. En mettant l'accent sur le respect presque absolu de toute position et pratique religieuse au nom de l'inclusion et de la tolérance, il est à craindre un retour en arrière pour les droits acquis par de longues luttes par les femmes. Pour faire face à ces problématiques concernant les jeunes filles, il faut donner aux directeurs de la protection de la jeunesse des moyens pour identifier les victimes et pour évaluer le degré de danger auquel elles font face, pour assurer leur protection, avoir des ressources d'hébergement et développer une grille de dépistage et en faire un outil national. Il faut également ajouter au projet de loi des moyens pour lutter contre l'excision et autres mutilations sexuelles, qu'elles soient pratiquées ici au Québec ou ailleurs dans les pays d'origine. Bref, nous devons mettre fin à l'impunité qui résulte de la frilosité des responsables des institutions publiques quand il s'agit de néo-québécoises qui s'identifient à des communautés ou sectes religieuses. En fait, cette question de la protection des personnes est tellement importante qu'elle aurait mérité de faire à elle seule l'objet d'un projet de loi spécifique au lieu d'être amalgamée à un tout autre sujet, à savoir les discours haineux. Merci, je cède la parole à Mme Sirois.
Des lois. Si PDF Québec appuie la partie sur la protection des personnes dont vient de parler Salimata, nous demandons cependant de rejeter toute la partie portant sur les discours haineux parce que la liberté d'expression fait partie des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques et qu'elle est menacée par ce projet de loi. S'il y a lieu de protéger des groupes vulnérables comme les femmes, les homosexuels, comme le prévoit le Code criminel, il faut le faire avec des outils adéquats. Les insultes à l'endroit des femmes, notamment des femmes politiques, sont nombreuses et à combattre. C'est ce que fait par exemple en France un groupe comme les Chiennes de garde qui connaît une belle efficacité et n'a rien de liberticide. Pour lutter contre les discours incitant à la violence au Canada et au Québec, il vaut mieux miser sur l'éducation et sur les dispositions du Code criminel et non pas sur ce projet de loi. En effet, non seulement le législateur ne définit pas son objet, mais il donne des pouvoirs outranciers aux délateurs et à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, un organisme qui a son crédit d'avoir autorisé la ségrégation sexuelle au nom de la religion. De plus, nous croyons que ce projet de loi se trompe de cible, car il ne s'attaque pas aux vraies causes de la radicalisation. L'objectif mentionné lors de l'annonce du projet de loi 59. Pour prévenir et lutter efficacement contre la radicalisation, il faudrait plutôt que le gouvernement prenne acte que l'intégrisme religieux est un meilleur signe avant-coureur que de la radicalisation. Contrairement à ce que laisse croire le projet de loi 59 et le plan d'intervention pour lutter contre la radicalisation, actuellement, les racines du problème résident davantage dans l'existence d'un courant international faisant la promotion d'une lecture fondamentaliste de l'islam. La preuve, c'est qu'on le trouve partout dans le monde et surtout dans les pays de tradition musulmane qu'on ne peut pas accuser d'islamophobie. À PDF Québec, nous sommes très inquiètes parce que l'adoption de ce projet de loi fragiliserait la liberté d'expression en créant un délit d'opinion et une chasse au blasphème. En instituant une procédure favorisant un climat de dénonciation auprès de la Commission et du Tribunal des droits de la personne, le projet de loi vient de fournir aux islamistes, c'est-à-dire les militants qui utilisent l'islam à des fins politiques, il vient de fournir des outils gratuits facilement accessibles pour bâillonner toute critique des religions, conformément à ce que demande depuis de nombreuses années l'Organisation de la coopération islamique. Le projet de loi créera au Québec un processus de délation qui sera savamment utilisé par les intégristes pour bâillonner les opposants, comme c'est présentement le cas des poursuites contre les personnes qui dénoncent la radicalisation et l'intégrisme qui se répand dans les centres culturels, les lieux de culte, sur Internet, etc. Après l'attentat de Charlie Hebdo, on se serait attendu que notre gouvernement et la Commission des droits de la personne proposent des mesures pour protéger la liberté d'expression et la liberté de conscience. Au lieu de cela, le projet de loi va ajouter au climat d'autocensure qui existe déjà au Québec. La peur a déjà convaincu l'humoriste Lise Dion de retirer son monologue sur la burqa. C'est ça l'autocensure. Pire encore, nous avons été stupéfaites de constater qu'on a pensé établir une liste noire des personnes qui auront été trouvées coupables de prétendus discours haineux. Établir une telle liste de contrevenants, c'est désigner les futures cibles aux extrémistes, comme ce fut le cas de Salman Rushdie, Taslima Nasrin et les journalistes de Charlie Hebdo. Ce sont toutes des victimes d'une campagne lancée par des islamistes radicaux et malheureusement reprise dans les médias qui les ont associés à de l'islamophobie. Enfin, nous déplorons que l'ensemble des actions proposées par la Commission des droits de la personne et reprises dans le projet de loi 59 laissent entendre que les citoyens musulmans sont incapables de s'adapter aux règles de société démocratique. Ce projet de loi jette le discrédit sur l'ensemble de nos compatriotes de culture musulmane qui ne demandent pas mieux pour la grande majorité que de s'intégrer à la société québécoise. Je passe la parole à Léon. Monsieur Waknen, il vous reste 1 minute.
Bonjour Madame la Ministre, bonjour Mesdames et Messieurs de la Commission. Lorsque j'ai pris connaissance de la partie de ce projet de loi portant sur la répression des discours haineux, j'ai eu un moment de stupeur. Comment est-il possible de proposer une loi si liberticide dans ce pays? Je suis un néo-québécois arrivé en 1968. Je suis fier du Québec parce que je l'ai vu évoluer vers toujours plus de liberté en initiant 4 révolutions majeures. La première fut la déconfessionnalisation de ses institutions, en particulier de son système éducatif. La deuxième, la libération de la femme, pas tout à fait achevée encore, car il nous faut, entre autres, lutter contre les crimes d'honneur, les mariages forcés et l'excision. La troisième, la célébration pacifique de son identité par la réappropriation de sa langue et de ses arts qui ont suscité une admiration quasi universelle. Et la quatrième, sa modernisation économique qui a montré que le Québec pouvait jouer dans la cour des plus grands. Ces 4 révolutions témoignent d'une singulière maturité, car tous ces faits, sans jamais attenter aux libertés fondamentales, peu de pays peuvent se targuer d'un discours si pacifiste. Je m'excuse. Vous aurez l'opportunité de compléter votre exposé avec le questionnement que... Conclure? Vous conclurez avec Madame la ministre tantôt, parce que Madame la ministre, vous aviez 10 minutes pour votre exposé. Je m'excuse de vous interrompre. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci pour votre présentation. Peut-être que dans le cadre de mes questions, vous aurez la chance de conclure. Malheureusement, le temps étant limité. J'ai posé la question à certains groupes ce matin qui vous ont précédé, à savoir qu'est-ce que dans le contrôle d'un discours haineux, puis on s'entend là, que discours haineux, je l'ai dit, je l'ai redit, on fait référence à une notion qui a été définie par la Cour suprême à plusieurs occasions, notamment dans l'affaire Watcott et dans l'affaire Taylor, une notion qui nous amène à un discours qui, à l'encontre des groupes, identifié à l'article 10 de la Charte, va faire naître un sentiment de haine profonde qui pourrait éventuellement mener à la violence. Donc, moi, ce que je cherche à comprendre, c'est dans le contexte où c'est un discours très particulier qui est visé. Ce n'est pas, on ne vise pas une atteinte à la liberté d'expression, on ne vise pas par ce projet de loi à venir empêcher la satire, à venir d'empêcher la critique d'une religion. Il y a des gens qui croient que c'est ça, mais je pense que c'est important de répéter que ce n'est pas le cas. On vise spécifiquement le discours haineux tel que défini par la Cour suprême. Donc, on n'arrive pas, on n'introduit pas une notion qui n'existe pas en droit canadien. On introduit une notion qui a été définie par le plus haut tribunal du pays. Et c'est ce discours-là qui est visé et le discours qui incite à la violence. Pensons notamment, et je pense que l'image, on la voit quand même assez régulièrement, le discours qui appelle à la violence à l'égard des femmes, par exemple. Alors, ces discours-là sont visés par le projet de loi. Alors, j'essaie de comprendre la crainte qui vous motive à poser une critique aussi sévère, parce que vous utilisez des termes qui sont forts dans votre mémoire, vous avez utilisé des termes qui sont forts dans votre présentation, vous parlez d'un projet de loi que vous considérez liberticide, alors que il n'est pas du tout question de ça, du moins l'objectif, c'est d'empêcher dans notre société des discours à caractère haineux. Et ça, c'est très précis. C'est d'empêcher des discours qui incitent à la violence. Oui, on a le code criminel qui prévoit certaines infractions. Le degré de preuve n'est pas le même. Les outils ne sont pas le même. Nous, on souhaite, par les dispositions qui sont présentées au projet de loi, on souhaite aussi avoir des outils de prévention, des outils d'intervention, notamment pour empêcher
un individu puisse aller prêcher, puisse aller tenir son discours par le biais d'injonctions, par exemple. Alors, c'est pour ça que j'essaie de comprendre ce qui vient vous chercher et qui vous amène à utiliser des termes aussi forts à l'égard d'un projet de loi qui a comme objectif de protéger certains groupes, de protéger certaines personnes contre des discours qui pourraient apporter d'autres personnes à la haine envers ces gens-là, à la violence envers ces gens-là. Si vous dites, vous faites un amalgame, vous nous reprochez de faire un amalgame avec les mesures de protection de la deuxième partie. En fait, moi, je vous dirais, c'est un projet de loi qui, dans son ensemble, protège un certain nombre de personnes par des mesures qui visent les discours haineux, les discours incitant à la violence, et par la suite par d'autres mesures qui sont diverses et dont vous avez fait part en présentation. Donc, résumons, j'essaie de comprendre pourquoi l'utilisation de termes aussi forts alors que le projet de loi vise à protéger des gens. M. Weckman. Vous savez, il y a un philosophe célèbre, Emmanuel Kant, qui a dit qu'on ne légifère pas les émotions. Et la haine est une émotion humaine, naturelle, et il me semble absolument invraisemblable qu'on essaye de légiférer là-dessus. Maintenant, la haine n'est pas illégitime. Il y a des régimes que je hais, comme par exemple celui de l'Arabie Saoudite, par son action à l'égard des femmes. Il y a des régimes que je déteste et que je hais, comme le régime nazi. Et il y a plusieurs exemples de ces choses-là. Si j'écris, par exemple, un discours où j'exprime ma haine de ces régimes, de ces discours et de ces idéologies, certains pourraient l'interpréter comme étant de la haine à l'égard des personnes. C'est faux. Mais il faut que les gens acceptent un certain niveau de désagrément et de désaccord. Je suis juif séfarade et évidemment, je suis sensible aux insanités antisémites. Mais est-ce que j'aime ça? Non. Mais jamais je ne demanderai l'interdiction de ces propos, sauf s'ils appellent expressément à la violence contre des personnes. Donc la haine est quelque chose qui doit être accepté lorsqu'elle évite d'appeler à la violence contre des personnes. Et le projet de loi n'offre absolument aucune balise pour permettre à quelqu'un de distinguer de façon claire où dans le continuum on se situe entre la critique des idées et l'attaque contre les personnes. Évidemment, je comprends que par votre dernier commentaire, vous rejoignez un peu ce que d'autres groupes nous ont dit, qu'il est important peut-être de mieux définir le concept, puisque le concept discours haineux, pour nous, il était clair, comme il a été élaboré et comme il a été aussi défini par la Cour suprême. Vous savez, je pense que c'est toujours bon de rappeler, les propos haineux, là, ce sont ceux qui vont exprimer l'idée que certaines personnes devraient être haïes, devraient être méprisées en raison de qui elles sont, plutôt qu'en raison de ce qu'elles ont fait. Donc, en raison d'une caractéristique commune, le discours haineux, c'est celui qui va amener à la haine envers ces gens-là. Mais je comprends que le projet de loi ne prévoit pas de définition de discours haineux, et ça peut expliquer qu'on interprète le terme, parce que c'est quand même les décisions de la Cour suprême, c'est quand même des textes qui sont pas nécessairement toujours lus et relus par tous et chacun, et peut-être qu'il est opportun, oui, de préciser davantage dans le texte de la loi. Mais il y a un élément que vous avez soulevé et qui m'interpelle. Vous avez fait une distinction dans vos propos entre le discours haineux que vous considérez désagréable, mais pas au point où il devrait être encadré, et vous avez fait la distinction entre le discours qui incite à la violence, qui, selon vous,
mérite effectivement d'être encadré. Est-ce que je me trompe? Oui. Monsieur Wackman. Tout ce qui appelle à la violence doit être férocement combattu, sans aucun laxisme. Et ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est que il y a actuellement un problème, même avec le code criminel canadien, c'est que quelqu'un peut, dans le cadre d'un prêche religieux, citer un texte religieux qui appelle littéralement à la violence contre des personnes, à la violence contre les femmes, et cette personne-là ne sera pas poursuivie. Donc, à ce moment-là... Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Mais, oui, allez-y, c'est parce que ça m'a amené une autre question. Je voulais juste ajouter que, justement, dans notre mémoire, on demande au gouvernement québécois de demander l'exemption, de retirer cet article 319.3b parce que des prêches ou des textes religieux justifient, on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour incitation à la violence. La violence contre les femmes, c'est dans les textes religieux, la violence contre les homosexuels et les mécréants, et on ne peut pas les poursuivre. Il faut enlever ça, il faut que tout le monde soit égaux. Tout discours incitant à la violence est à bannir, et puis on demande au gouvernement québécois, ça aurait dû apparaître dans le projet de loi. Interdire les discours haineux, quels qu'ils soient, Madame la ministre. pour ce qui est de la violence, et non pas faire une exemption, puis 2 poids, 2 mesures. Donc, si je comprends bien, il est important, il y a les dispositions du Code criminel, évidemment, qui relèvent du gouvernement fédéral, mais est-ce que vous jugez qu'il deviendrait opportun tout de même de légiférer dans notre sphère civile pour donner des outils additionnels pour contrer le discours qui incite à la violence? Là, je mets de côté, là, pour les fins de notre échange, je mets de côté le discours haineux, parce que vous avez votre opinion sur la question. Et elle vous appartient. Mais là, j'essaie de comprendre un petit peu davantage votre position quant au discours qui incite à la violence. Est-ce que vous considérez que nous avons besoin d'outils additionnels pour contrer ce discours-là? De mon point de vue, non. On n'a pas besoin de mesures additionnelles. Le Code criminel canadien est largement suffisant. Si on se base également sur le nombre de faits s'il y avait une telle abondance de faits qui auraient requis l'intervention, on le saurait, ce n'est pas le cas. Il arrive que, par exemple, on demande de se positionner contre la venue d'un ou d'une personne qui tient des propos incitant à la violence, notamment à l'égard des femmes. On l'a vu cet été. Il y a eu à 2 reprises des personnalités qui devaient venir au Québec et on nous demandait d'intervenir pour empêcher la tenue du type de discours qui banalisait le viol, qui banalisait la violence à l'égard des femmes. Et ce qui était demandé, c'était de pouvoir intervenir avant que le discours n'ait lieu. Donc, évitons que ces gens-là puissent se présenter et compter leur charabia devant un groupe de citoyens. Et le projet de loi 59 permet justement ça, permet justement des mesures, des ordonnances, d'une part des ordonnances civiles de protection, permet aussi de saisir le tribunal pour éviter ou pour mettre fin à la diffusion d'un discours qui inciterait à la violence. Je comprends. Le Code criminel est là pour sanctionner une fois que une fois que le discours a été tenu. Mais le mal est fait. On n'a pas prévenu la tenue du discours. Le projet de loi 59, pour ce qui est du discours haineux comme du discours incitant à la violence, prévoit et donne des moyens pour empêcher en amont que ce discours-là soit tenu, qu'il soit maintenu aussi dans la sphère publique. Est-ce que vous ne croyez pas que ça pourrait être utile? Parce que il y a dans la sphère publique, je pense qu'il faut le reconnaître,
des discours qui incitent à la violence. Il y en a à l'égard des femmes, à l'égard des homosexuels, et je pense que ma collègue de Québec solidaire pourra réitérer. Je crois qu'elle, de par ses interventions, est quand même consciente que ce type de discours-là existe. On a même une collègue, la porte-parole de l'opposition en matière féminine, de conditions féminines, qui demandait une intervention cet été pour empêcher la tenue de propos qui incitaient à la violence. Donc, ne croyez pas que ça pourrait être utile d'avoir ces outils-là, justement? Madame Sirois ou Madame Sarr? Merci. Nous sommes d'avis qu'il y a un certain climat qui peut régner, que de certains discours peuvent susciter des réactions émotionnelles à l'endroit de certaines personnes. Cependant, hormis la violence, nous devons garder en tête l'état du Québec par rapport à l'homophobie. L'homophobie n'a pas eu des succès. Les homosexuels n'ont pas été ne sont pas allés vers la judiciarisation pour avoir des gains. Aujourd'hui, on a démystifié plein de choses. On peut s'enorgueillir de la fierté gay et du respect et de la promotion des droits des LGBT. Donc, je pense que sanctionner et judiciariser, ça va juste amener un climat qui va accentuer une certaine polarisation au sein de la société à travers ses différents membres. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Ce que nous considérons qui est problématique au Québec, c'est vraiment les imams radicaux qui posent vraiment des discours violents, virulents à l'endroit des femmes et qui sont protégés à cause de l'article 319 3B du Code criminel. Madame la ministre. Madame Sirois. Oui, j'aimerais ajouter également que l'exemple que vous avez donné, c'est une question de sécurité publique. La sécurité publique, je pense que ça passe aussi par la question du gouvernement fédéral et je pense pas que ces prêcheurs-là vont aller devant la Commission des droits de la personne. Alors que je pense qu'à l'intérieur du Québec, par contre, il y a des gens qui vont être poursuivis ça va servir de mesures bâillons. Alors, ce sont pour nous beaucoup des mesures inefficaces, contre-productives et inégalitaires, parce que les rapports de moyens et de pouvoir entre la Commission des droits de la personne et les simples citoyens. Déjà, il y a des gens qui sont poursuivis, et ça fait plusieurs années qu'ils sont en train de se défendre. Ceux qui vont faire les poursuites, ça va être gratuit, puis les autres vont être obligés de débourser des sous, ça va être une véritable censure. Alors nous sommes pas d'accord, nous sommes d'accord avec d'abord des mesures de prévention liées à l'éducation, entre autres. Et vous avez vu peut-être dans notre mémoire qu'on est inquiet de plusieurs éléments qui sont dans le cours d'éthique et culture religieuse. Pourquoi? Parce que dans ce cours, on a fait l'étude de plus d'une vingtaine de manuels scolaires au primaire et on incite les jeunes filles à accepter les contrôles excessifs. Alors, projet de loi 59 veut combattre le contrôle excessif des jeunes filles. Eh bien, dans les manuels scolaires, on les prépare à l'accepter. Alors, ces deux poids, deux mesures, on voudrait vraiment qu'on réoriente la question, enlever tout le volet culture religieuse, parce qu'il amène une conception de respect absolu de toute croyance religieuse et de toute croyance. Et si vous regardez, je suis sûre que vous l'avez pas fait, mais vous seriez surpris tous et toutes de ce qu'on peut trouver des jeunes filles. On parle du mariage forcé. Si vous avez regardé notre mémoire, il y a dedans une image qui est prise dans un manuel scolaire pour une petite fille de 5 ans. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est une image d'une petite fille qui a peut-être 7-8 ans et on la présente comme une jeune mariée. Eh ben, une jeune mariée qui a 7-8 ans, eh ben, les petites filles disent, ben oui, moi aussi, je vais être une jeune mariée. Et on banalise tout ça en disant, ben oui, il en existe beaucoup comme ça en Afrique et puis c'était comme ça pour nous en Europe aussi au Moyen Âge. Et c'est ça le message. Alors on veut que l'éducation, c'est ça qui prépare les mentalités pour l'égalité, créer un climat où les femmes et les hommes vont être égaux et c'est pas en judiciarisant et surtout pas en mettant la Commission des droits de la personne qui va juger quand elle-même elle a créé de la ségrégation, elle a approuvé la ségrégation sexuelle. Moi, je n'ai pas confiance.
Alors, je ne sais pas qui va avoir confiance, mais je pense qu'il y a des choses à changer dans ce projet. Et la première chose, c'est de cibler le deuxième volet et de le développer, parce qu'il est très faible, ce deuxième volet. Alors que le premier, c'est une vraie matraque. Et n'aide pas les femmes aucunement. Madame la ministre. Parlons du deuxième volet. Commentaire, j'écoute votre argumentaire et il ressemble beaucoup à l'argumentaire des groupes qui vous ont précédé ce matin. Est-ce que vous avez, je pense qu'il y a un lien entre vous, entre le mouvement laïque, le regroupement laïque du Québec et PDF, où vous participez, parce que je voyais vous participer à l'un des groupes? Oui, je voudrais répondre. Je reconnais la même question que vous avez posée à matin. Oui, bien c'est parce que vous semblez... C'est plus facile à remarquer parce que quand on a fait la demande pour être sur la commission parlementaire, l'audition, on nous a mis la dernière journée tout ensemble. Alors, c'est facile de voir. Oui, et nous ne sommes pas seuls parce que j'ai vu qu'il y avait des éditorialistes des journaux anglophones et c'est rare, on est d'accord. Et ici, la même chose avec la Gazette. C'est la première fois que je voyais ça. Et puis, je voulais féliciter quand même, parce qu'avec ce projet de loi, vous êtes en train de faire une certaine unanimité qu'on n'avait pas vue au Québec depuis très longtemps. Alors, s'il y a des militants de la laïcité et des droits des femmes qui se battent et qui ont des discours semblables, nous ne sommes pas seuls. Et ça me réjouit beaucoup. J'espère que vous vous en réjouissez, qu'on est nombreux au Québec et même ailleurs au Canada à défendre la liberté d'expression. 1 minute, Madame la ministre. J'aimerais vous entendre sur les modifications qui sont proposées à la loi de la protection de la jeunesse. Veux-tu répondre? Oui. Nous saluons les modifications qui ont été reportées sur la loi de la protection de la jeunesse, surtout avec l'ajout du contrôle excessif considéré comme une maltraitance psychologique. Cependant, nous avons également vu quand une des exposantes de la DPJ a mentionné comme contrôle excessif le fait de contrôler les filles, leurs heures d'entrée, leurs heures de sortie. Comme contrôle excessif, nous ajoutons sur la liste le fait de munir un enfant, une fillette de 7 ans, des écouteurs pour l'empêcher d'écouter, d'entendre de la musique à 7 ans. Souvent, on prémunit les êtres humains des écouteurs, des appareils auditifs pour les aider à entendre et non pour faire l'inverse. Donc, nous voulons ajouter ce point-là. Et aussi, nous avons vu des parents qui voilent leurs enfants, vraiment des jeunes filles qui portent le voile. Nous ne croyons pas que ces jeunes filles ont choisi de se voiler. C'est une forme de contrôle à l'endroit des fillettes. Donc, et on a même entendu, on a vu passer sur les réseaux sociaux des parents disant « Pourquoi vous n'avez pas réussi à voiler vos jeunes filles ?» Je dis « Parce que vous n'avez pas commencé très tôt. » Donc, en commençant très tôt à voiler les enfants, on les contrôle. Donc, nous voulons amener ces éléments-là. Merci, Mme Salle. Madame la députée de Tachereau. Bonjour. Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames de PDF, Monsieur de PDF. Madame Sirois, Madame Salle, Monsieur Waknin, bienvenue à cette commission parlementaire. Je vais commencer tout simplement par la conclusion de votre mémoire, puis après ça, on reviendra dans les détails. Votre conclusion, comme bien d'autres groupes, et pas seulement des groupes d'aujourd'hui, comme vous l'avez fait amplement remarquer, Madame Sirois. Vous en venez à la conclusion à page 36 qu'il faut scinder la loi et rejeter la partie 1, non pas l'amender, mais la rejeter. Nous rejoignons en ce moment, nous sommes le seul parti qui croit que cette première partie doit être vue de fond en comble et qu'il n'est pas question de l'amender. Avez-vous entendu les propos du président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, attendez, M. Frémont, qui a dit samedi à l'émission de Michel Lacombe à Radio-Canada que ça va être très difficile de définir le discours haineux, qu'il n'y en aura jamais de définition précise. Je suis à peu près dans ces mots-là. Et que finalement, ce sera à la Commission, au fil des jugements, d'essayer de le préciser, de sortir du flou. Est-ce que vous connaissez ces propos de M. Frémont? Madame Sirois. Déjà, je remarquais dans le projet de loi qu'il y avait une marge de manœuvre discrétionnaire qui était laissée à la Commission des droits de la personne. Alors, ça ne fait que confirmer qu'on n'est pas seul à avoir remarqué ça, que lui-même. Mais le 2 décembre 2014,
M. Frémont lui-même a dit qu'il était conscient que sa demande d'interdire les discours haineux limiterait la liberté d'expression, mais qu'il était sûr que ça passerait l'épreuve des tribunaux. Alors, oui, je suis inquiète parce qu'en même temps, d'une seule venue, il a mentionné, quand on lui a demandé quels sont les exemples que vous pouvez donner, il a donné 2 exemples que ça protégerait contre les discours haineux contre les musulmans, on en est pour ça aussi, mais aussi contre les croyances, contre les attaques à la religion islamique. Alors, à un moment donné, ce n'est pas que les personnes, mais on va se mettre à policer les croyances et les paroles critiques qu'il peut y avoir sur les croyances. Je ne crois pas que ce soit le rôle de la présidence de la Commission des droits de la personne. Il me semble que des choses comme ça, et après il a mentionné qu'il a été mal cité, moi je pense que, au contraire, c'est venu spontanément, mais le projet de loi n'encadre pas. Et c'est encore plus troublant quand on veut mettre ce pouvoir discrétionnaire dans la charte, qui a une valeur quasi constitutionnelle. C'est très inquiétant. On ne voit pas, le gouvernement n'a pas pensé, on dirait, à mettre dans la charte la laïcité, mais il pense à mettre un pouvoir discrétionnaire qui va être une interprétation personnelle contre des croyances. Merci, Mme Savoie, d'autant que j'invite vraiment tout le monde, je vous invite à aller écouter cette émission où il y a vraiment tout le monde, la ministre est là pour en parler. Il y a M. Frémont, il y a d'autres aussi qui viennent parler, mais j'ai retenu des perles. Entre autres, M. Frémont a dit que ce qu'il a demandé, c'est d'interdire les discours haineux incitant à la discrimination. On n'est plus dans l'incitation à la violence dans la tête du président. On est dans l'incitation à la discrimination. On comprend que on va avoir de la misère à concilier les propos de tout le monde actuellement qui parle de cette loi en bien. J'arrive pas à savoir ce qu'ils veulent. J'arrive vraiment pas à savoir, là, qu'est-ce que vise cette loi. Mais il y a une chose que la société voulait. Et ça, faut en parler. La société, ce qu'elle demandait, c'est justement ce que j'ai demandé moi aussi, c'est qu'on donne des outils aux organisations qui se voient face à des organisations qui louent des locaux, mais qui ont probablement des discours haineux, des prêches d'imams religieux. Puis vous êtes dans les rares qui le nomment, les prêches d'imams religieux incitant à la violence envers les femmes. Ça, c'est précis. C'est pas une loi qui précise ça, là, mais pourtant, c'est ce que la société demandait. Ça, c'était vraiment précis dans notre vision. Vous soulevez aussi d'autres choses, mais vous avez soulevé quelque chose qui m'intéresse. Vous dites que la kafala, qui est issue du droit coranique, serait mise en application au Québec ou aurait une certaine serait un peu justifiée au Québec? C'est que ces lois. Ce qu'on a mentionné dans notre mémoire avec référence, vous pouvez les retrouver dans notre mémoire avec les références. Je suis sur le site oui, de référence. Eh bien, on voit que la charia, en 2004, moi c'est ça que je demande au gouvernement. En 2004, le gouvernement unanimement s'est battu contre les tribunaux islamiques, contre l'application de la charia, parce que les femmes sont les premières victimes de l'application de la charia. Mais on voit que tranquillement, les tribunaux commence à appliquer certaines choses à cause de la notion de multiculturalisme. Mais pire encore, en droit à l'Université de Montréal, il y a des cours sur la charia. Il y a des formations. Pardon? Oui, c'est dans notre mémoire. Vous avez juste à cliquer, il y a des cours. OK? Sur la charia, il y a des cours également, des formations qu'on donne au barreau sur l'adoption, la notion d'adoption qui est plutôt une tutelle, qui est dans le droit de la charia. Ça, c'est en train. Il y a des notaires qui s'affichent actuellement et qui disent qu'ils vont faire des testaments, des contrats de mariage, etc., qui vont être basés sur la foi musulmane. Ça s'appelle la charia, ça, en termes communs. Et ça, c'est dangereux, c'est déjà en train de s'établir. Oui, on est inquiète. Oui, Mme Savoie, Madame la députée de Tachereau. J'ai été voir sur le site que vous disiez. Effectivement, c'est l'Association des avocats musulmans qui, dans je vais le dire, une formation reconnue par le barreau du Québec, aux fins de formation continue obligatoire, vous savez, les durées de 300 heures, reconnaît, moi je ne connaissais pas la kafala, là, c'est vous qui me l'apprenez, la reconnaissance de la kafala musulmane en droit civil québécois et en droit de l'immigration canadien, état des lieux et pistes de solutions. Intéressant, mais je ne sais pas si la kafala correspond au droit québécois, mais je sais qu'effectivement, je lis partout, puis on me dit que c'est fondé sur le droit musulman, ce qu'on appelle le droit coranique. Le Code civil fait en sorte que les enfants adoptés
Et les enfants consanguins ont les mêmes droits une fois que leur filiation a été reconnue. Tout à fait, c'est important pour les Québécois. C'est très important pour les Québécois qu'il n'y ait pas des enfants à deux vitesses, avec des droits à deux vitesses. Eh bien, ça, la CAFALA, ça n'accorde pas les mêmes droits aux enfants. Bien, c'est magnifique, c'est le barreau qui reconnaît les formations. Comment introduire la CAFALA dans le droit québécois? Alors oui, on a raison d'être inquiète, je pense. OK, mais je ne sais pas l'impact. Je suis sûr que s'ils étaient ici ou si on les recevrait plus tard, on les ferait s'expliquer là-dessus, mais je reconnais que vous avez raison, j'ai trouvé la dite formation. En France, pour les mariages forcés, je vais vous parler des mariages forcés, Mme Sarr. En France, vous disiez qu'il y a 3 ans de prison, des amendes. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe en France quand on trouve quelqu'un coupable de mariage, d'avoir forcé un mariage? Souvent, on voit que la DPJ a beau intervenir auprès des familles et des jeunes filles qui risquent d'avoir un mariage forcé à l'extérieur du pays. Malgré son intervention, son interdiction, il y a des familles qui s'organisent toujours à sortir du pays. Ça se fait souvent durant les périodes des vacances pour amener leurs filles subir un mariage forcé. Et une fois les parents reviennent au Québec, avec les enfants ou pas, il n'y a rien qui se passe parce que ça s'est passé à l'extérieur. Donc, il est important de se doter des mesures, comme la France l'a fait en 2013, de mettre une amende de 45 000 € pour les parents qui amèneraient leurs enfants subir un mariage forcé à l'extérieur du pays et un emprisonnement de 3 ans. Je pense que ces parents-là ont commis un acte criminel. Ils ont beau avoir une bonne intention ou pas, l'effet demeure que c'est un mariage forcé qui a des répercussions irréversibles, négatives sur les jeunes filles. Il est temps de légiférer là-dessus, même si ça se passe à l'extérieur du pays. Et parallèlement, on peut s'inspirer sur ce qui est fait avec le tourisme sexuel. Si des Québécois sortent du pays et commettent des actes criminels, je pense que quand ils reviennent au pays, les lois s'appliquent. Donc, à cet égard-là, on peut s'inspirer sur cela. Madame la députée de Tachereau. Intéressant. En page 14 aussi, vous parlez des mutilations sexuelles. Vous recommandez de poursuivre aux criminels toute personne qui a fait subir à une jeune fille résidente du Canada des mutilations sexuelles, et cela même si elles ont été commises en dehors du pays. Actuellement, on ne peut pas agir si une mutilation sexuelle a été commise en dehors du pays. Oui, c'est ça que nous constatons. Quand c'est commis en dehors du pays, on n'a pas vraiment de levier, en tout cas, pour agir, même si le code criminel est punit, sanctionne les mutilations sexuelles. Puis on a vu également dernièrement, en 2014, c'est vraiment récent, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada a modifié son code de pratique pour laisser libre cours à la pratique de l'infibulation. Donc, l'infibulation, ça se passe souvent après l'excision, qui est une ablation de certaines parties de l'organe génital féminin. L'infibulation consiste à faire une suture sur les grandes lèvres, les petites lèvres, pour ne laisser évacuer que la menstruation et les urines. Donc, c'est une manière de cadenasser, je pense, la femme à travers son appareil génital. Je voudrais ajouter toutefois que je pense que le Collège des médecins a dit immédiatement qu'il était hors de question que les médecins québécois acceptent telle pratique. Effectivement, le Collège des médecins s'est opposé à ça, a rejeté cette pratique-là. Cependant, nous avons entendu la docteure Margaret Burnett qui disait qu'elle en a fait. Et elle s'appuyait seulement sur le consentement, le désir de la femme qui veut subir une infibulation. Je pense que quand une femme se présente ici au Canada pour demander une telle pratique, je pense que c'est une opportunité pour le professionnel de la santé de la sensibiliser à laisser tomber cette pratique-là et de ne pas même la répandre chez sa fille ou d'autres membres de sa famille concernée. Donc, il y a lieu de punir ces pratiques nuisibles. Merci. Madame la députée de Tachereau. Merci de ces quelques... Je vais vous laisser 1 minute après, Madame Sirois. Il me reste 2 minutes. Alors, merci de ces quelques commentaires qui vont peut-être nous permettre d'améliorer la deuxième partie de la loi. Parce que moi, je pense qu'on peut et qu'on doit améliorer rapidement la deuxième partie de la loi. À ceci, il y a une seule condition. Je pense que si on veut bien travailler rapidement et dans un esprit de collaboration comme on le désire, c'est que le gouvernement retire la première partie, le réécrive en profondeur pour qu'il atteigne véritablement les objectifs que nous visons. Ceci dit, j'ai pris aussi je vais prendre avec en considération la page 20 où on voit une photo de certains collègues députés où on nous dit « Attention, n'allez pas dans les salles où on sépare les hommes et les femmes pour motifs religieux. Vous entérinez, vous appuyez quelque chose qui ne devrait pas se faire. » Page 20 de votre mémoire, on connaît bien la photo.
Si vous avez quelque chose à ajouter, moi j'aurais terminé. Monsieur Wakin, 1 minute. On peut dire beaucoup de choses en 1 minute. L'esprit de cette loi est inquiétante parce que si on veut une société, tout le monde est d'accord pour une société sans violence, mais pas une société pacifiée au point d'être anesthésiée. La démocratie, c'est le choc des idées. Victor Hugo disait que la guerre, c'est la guerre des hommes, la paix, c'est la guerre des idées. C'est-à-dire, il n'y a pas de démocratie qui soit anesthésiée au point qu'il n'y ait pas de choc des idées. Donc, c'est quelque chose qui est désagréable, mais ça prouve la vitalité d'une nation. Et là, ce que cette loi va effectivement nous ramener au temps de la grande noirceur, parce que les gens vont hésiter à parler. Merci, M. Waknin. Madame la députée de Montarville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Monsieur, merci. Merci d'être là. Merci pour votre mémoire. Il y a des choses très intéressantes et vous nous arrivez avec des données. Entre autres, vous nous parliez des mariages forcés avec des chiffres, des données pour l'Ontario. Plus de 200 mariages forcés sur une très courte période. C'est la première fois qu'on a des chiffres parce qu'on a beaucoup de difficultés à avoir un profil précis de ces atrocités auxquelles les jeunes filles, les jeunes femmes sont forcées, ici au Canada et même au Québec, ce qui est une aberration. Donc, vous nous donnez des chiffres, c'est un pas dans la bonne direction. C'est quelque chose qui existe, contrairement à ce que d'autres sont venus, pas plus tard que la semaine dernière, nous dire, assis où vous étiez assis, que ça n'existe pas. Ça n'existe pas au Québec. Alors, ce que j'aime dans votre mémoire, c'est que vous nous dites, c'est qu'il faut nommer un chat un chat. Et vous nous dites à la page 7, et je vais lire pour le bénéfice des gens qui nous écoutent une brève citation, puis je vous demanderai d'élaborer, parce que je pense que vous mettez le doigt sur le bobo, puis sur le bobo qu'on essaye tous de régler. On essaye tous de trouver une solution. Aussi, la question à 100 000 $, c'est comment y arriver. Alors, vous nous dites en réalité, vous nous... Attendez un petit peu. Je reviens. Ah oui. C'est à la page 11, mais je retournerai à la page 7. Cependant, nous déplorons que le projet de loi 59 ne s'attaque pas à la source réelle du problème, soit la présence de pratiques culturelles et de conceptions religieuses fondamentalistes et sexistes qui discriminent les femmes et les minorités sexuelles. On ne veut pas dire le vrai mot, le gros mot, l'islamisme radical, c'est banni, on trouve ça nulle part dans le projet de loi. Donc, vous mettez le doigt dessus. Je pense que la piste de travail devrait être là, ce qui n'est pas le cas actuellement dans la première portion du projet de loi 59 et ce que nous déplorons également. Je vous ramène maintenant à la page 7 parce qu'on fait un lien avec ce que vous déplorez. Vous nous dites, en réalité, les demandes d'accommodement, là on parle aussi des fameux accommodements raisonnables, accommodements religieux, peuvent être les premières manifestations d'intégrisme religieux et devraient être dorénavant traitées à la lumière de ce qu'on connaît du phénomène de la radicalisation et du renfermement sectaire. J'aimerais que vous les élaboriez parce que je dis enfin, on dit les vraies affaires, à offrir des accommodements. Oups, il arrive un moment, on vient de dépasser une ligne qu'il ne fallait pas dépasser. C'est ce que vous nous dites ici. Expliquez. Madame Silois. Je pense qu'il y a des gens qui sont intégristes et qui testent la démocratie. Ils testent nos organismes et qu'il y a beaucoup, malheureusement, une certaine frilosité, pour pas dire un manque de courage, de gens qui ont un pouvoir dans des organismes, exemple, directeurs, directrices d'école, pour dire non, protéger, parce que moi j'ai lu un texte qui m'a beaucoup touchée dans la presse, il y a à peu près 1 mois et demi. La dame qui travaille en préscolaire a mentionné, par le titre, c'était « Abandon de fillettes ». Moi, ça m'a beaucoup touchée. Je suis grand-mère, j'ai 2 enfants, et les petits-enfants, pour moi, c'est sacré. Et cette loi devrait les protéger. Au lieu de protéger des intégristes ou protéger des gens qu'on a amenés on a permis de faire un repli identitaire sur leur propre groupe en disant, ils vont s'intégrer. On n'est plus du tout dans la même situation, société que dans les années 50, 30, 40. Il y avait des Italiens, des Irlandais qui sont arrivés dans les années 30, etc. Ils s'intégraient au Québec. Maintenant, ils sont en contact régulièrement avec des gens, avec leurs réseaux sociaux qui sont souvent infiltrés aussi au niveau de l'intégrisme. Alors ça, c'est dangereux, mais le résultat, et moi je demanderais à la ministre de vouloir
Là, elle ne m'écoute pas, mais je lui demande quand même. Allez, J'aimerais Madame qu'elle écoute. Ce que j'aimerais, vous voyez, j'ai été professeure, hein? J'aimerais, parce que je veux demander au gouvernement le courage politique de protéger réellement ces enfants. Ces enfants à qui on n'accorde pas la même protection parce que on a peur d'un ressac, on a peur d'être accusé, de stigmatisation. Ben, il y a des enfants, puis il y a des femmes et des petites filles et des jeunes femmes qui souffrent actuellement. Et qu'on attend, on a vu la pointe de l'iceberg avec la famille Chafia. Il n'en faut plus d'autres familles Chafia. Mais pour ça, il ne faut pas attendre un signalement à la Commission des droits de la personne ou à la DPJ. Il faut voir tout de suite à protéger en installant une atmosphère, un climat d'égalité entre les hommes et les femmes. Les petites filles là qui ne peuvent pas faire de culture physique ou aller à la piscine, il faut qu'on puisse leur permettre. Pour ça, il faut dire non aux demandes intégristes. Madame la députée de Monterville. Et si je comprends, c'est la lecture du mémoire, en ce qui a trait aux accommodements religieux, il faut dire non aux accommodements qui sont sexistes. Entre autres. Lorsque l'accommodement est demandé parce que la personne qui le demande ou le parent qui demande pour l'enfant, parce que l'enfant est une fille. Pas juste sexiste. Ouais. Pas seulement ceux qui sont sexistes. Là, on a été scandalisés qu'on interdise à une petite fille d'entendre des comptines puis des chansons dans la classe, mais ça m'aurait autant touché si ça avait été un petit garçon. Parce que je pense que les femmes et les petits garçons, les petites filles, méritent le même traitement. La députée de Monterville. Oui, si je comprends, si on va plus loin dans votre mémoire, à la page 10, dans le fond, c'est que il y a une possibilité d'accommodement pour des cas particuliers, mais de grâce, nous devons inclure, et c'est là que vous faites une recommandation, quelque chose dans notre charte pour protéger notre égalité homme-femme, pour protéger des discriminations. Alors, je fais référence pour les gens qui nous écoutent. À la recommandation que vous faites à la page 10, vous recommandez de modifier la Charte québécoise des droits et libertés de la personne pour réaffirmer la dignité et l'égalité des femmes avec les hommes, en modifiant l'article 9.1 pour assurer la primauté du droit à l'égalité entre les femmes et les hommes, en y insérant la mention suivante. Dans l'appréciation de ce que constitue un accommodement raisonnable pour des motifs religieux, il doit être tenu compte impérativement du droit des femmes à la dignité et à l'égalité avec les hommes. Et vous continuez en disant, en renforçant l'article 50.1, lequel article stipule que les droits et libertés énoncés dans la présente charte sont garantis également aux femmes et aux hommes, en affirmant que les accommodements ne doivent pas aller à l'encontre du droit à l'égalité et à la dignité des femmes. Et là, j'aimerais vous entendre sur les recommandations que vous ajoutez, de n'accorder aucun accommodement qui ait pour effet de remettre en question la mixité des lieux et des services publics et de rappeler aux institutions québécoises que la ségrégation sexuelle est interdite dans les institutions publiques. Élaborez, je vous prie. Dernière minute, Madame Sirois. Il vous reste dans les minute. piscines, on demande des horaires particuliers. Dans pour passer un examen de conduite, la SAAQ permet qu'un juif hassidique demande qu'il n'y ait pas une femme. La même chose pour les femmes qui demandent qu'il n'y ait pas d'hommes. Et c'est la même chose dans les hôpitaux. Le ministre de la Santé actuel, M. Barrette, quand il était à la tête de la Fédération des médecins spécialistes, a dénoncé ça vertement en 2008, comme quoi ça déstabilisait les équipes de travail, que c'est dangereux pour la santé du personnel et que c'est dangereux pour la santé des patientes et des patients. Donc, ça a des conséquences, mais souvent on accorde un accommodement sans réaliser l'impact sur la société, mais l'impact sur les individus également. On veut qu'on regarde ça, non pas qu'on fasse passer les lois démocratiques au-dessus des lois religieuses, alors qu'actuellement, c'est l'inverse. La démocratie, c'est tout le monde qui est ici. Et ça, c'est le fruit d'une société qui s'est battue des dizaines d'années pour que nos sociétés soient démocratiques. On ne veut pas reculer, et pour nous, toute la partie 1 du projet de loi nous rappelle le temps de la noirceur. Même si la ministre n'est pas d'accord, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est justement ça qui est formidable avec le débat démocratique. Merci, Madame. Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs.
C'est intéressant quand vous nous rappelez, et avec raison, que ce qui fait qu'on arrive à créer une réelle démocratie, c'est quand on se donne les moyens d'avoir un esprit critique. C'est le meilleur outil que s'est donné un peuple. Et dans ce sens-là, pour déconstruire les préjugés, pour s'assurer que les règles de base qu'on s'est données, qu'on puisse le délibérer, le débattre et s'assurer que on installe les bases nécessaires pour cette démocratie-là. Je ne peux pas vous cacher que j'étais très surprise de voir à la page 20 de votre mémoire qu'on entretient encore un préjugé à l'égard de mon collègue, où on dit clairement, où on montre, j'incite mes amis à regarder, encore une fois, cette photo qui a largement circulé, où on dit « Quand nos élus se prêtent à ce jeu, implicitement, ils cautionnent ces pratiques sexistes et discriminatoires. » Le jeu étant ce que Mme Sirois qualifie de ségrégation, donc pas les hommes et les femmes assis du même bord. Si, comme le dit M. Watkins, la démocratie, l'ouverture d'esprit, les libertés individuelles et les libertés collectives se reposent, ou en tout cas reposent plutôt, sur le choc des idées, j'aimerais ça qu'un moment donné, vous arrêtiez de promouvoir, parce que mon collègue, à plusieurs reprises, ne cesse de répéter que justement, il faut aller s'asseoir avec ces gens-là et leur dire qu'on n'est pas d'accord. Et leur dire qu'il faut qu'il y ait des éléments qui changent. Parce qu'au Québec, c'est la beauté de notre Québec, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est le refus de l'intégrisme qui tue. C'est le refus. Et dans ce sens-là, je m'excuse, mais ça m'a choqué. Ceci étant dit, vous avez évoqué, comme ce matin, certains l'ont fait, l'article 319 du Code criminel. Vous suggérez donc qu'on trouve une façon de pouvoir faire en sorte que les religions ne soient pas au-dessus des droits fondamentaux reconnus à l'intérieur de nos chartes. Dans ce sens-là, comment vous voyez, puisque c'est du Code criminel, comment vous voyez qu'on peut agir sur cet article-là? Il vous reste 20 secondes, Mme Sirois. Je savais que j'aurais pas beaucoup de temps. Moi, si vous êtes choqué qu'on nomme M. Amir Kadir, toujours la même photo, ça me fait... c'est satisfaisant parce que, justement, on veut qu'on réfléchisse quelles sont les conséquences de nos actes. Et également, est-ce que M. Kadir et d'autres personnes qui vont visiter des mosquées fondamentalistes comme il y a à Brossard, est-ce qu'on aurait accepté s'il y avait eu une ségrégation raciale, les Noirs d'un bord, les Blancs de l'autre? On n'aurait pas accepté. Mais pour les femmes, il semble qu'on est capable de faire passer par-dessus les injustices et la différenciation. Merci. Alors nous n'acceptons pas ça du tout. Aucune ségrégation sexuelle. Ça va vite, 3 minutes, Madame. Ça va vite, Madame Sirois, 3 minutes. Merci, Madame Michel Sirois, Monsieur Léon Ouknakin, Madame Salima Sall, représentant les droits des femmes du Québec. J'inviterai maintenant l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité à prendre place. Je suspends quelques instants.